Bonjour à tous et bienvenue à tous dans ce débat organisé donc dans le cadre des Journées de l'économie autrement. Le débat qui va nous occuper pendant 1h15 s'intitule « Quel rôle pour l'ESS dans le monde qui vient ?» Donc, si vous voulez nous dire bonjour pour qu'on soit sûr que voilà. Merci Marie-Odile, donc on est certain que vous êtes là avec nous, c'est formidable. Donc comme vous le voyez à droite, vous avez un petit module de chat dans lequel vous pouvez échanger et vous avez un petit module questions à droite du chat où vous pouvez poser vos questions et c'est ici que nous prendrons vos questions. Questions qui seront au centre de ce débat parce qu'on a voulu faire en sorte, sur un format assez court, de vous donner la parole au maximum. Et donc, nos intervenants feront une première intervention assez courte avant de vous laisser la plus grande place possible pour les questions. Alors, juste un mot quand même pour dire qu'au nom d'Alternative Économique, on est ravis de vous accueillir tous et de pouvoir organiser ces journées de l'économie autrement, vraiment autrement, puisqu'elles sont en ligne et non pas en présentiel. Un mot pour vous rappeler aussi que Altereco fête cette année ses 40 ans et que jusqu'à dimanche soir, nous faisons une offre exceptionnelle d'abonnement pour nos 40 ans. L'offre, c'est très simple, nous avons 40 ans et l'offre est à 40 € l'année au lieu de 78 € l'année. Donc, si vous hésitiez à rejoindre Alternative Économique, c'est vraiment le bon moment pour le faire. La prochaine offre de réduction qu'on fera sera pour nos 50 ans et ce sera 50 €. Donc, vous voyez, c'est pas très intéressant. Allez, blague à part, revenons à notre sujet. Quel rôle pour l'ESS dans le monde qui vient? Alors évidemment, cette question, c'est la question du fameux monde d'après dont on a beaucoup entendu parler. Alors comme on dit à Alternative Économique, c'était d'ailleurs le slogan de notre campagne des 40 ans, le monde d'après, on l'écrit depuis 40 ans à Alternative Économique. Et je pense que beaucoup d'acteurs du monde de l'ESS doivent se dire que ce fameux monde d'après, ils l'écrivent depuis au moins 40 ans et certains depuis encore plus de décennies. Et beaucoup d'entre eux ont dû sourire en entendant M. Macron, le président de la République, dire le 13 avril dernier devant 25 millions de Français « Il nous faudra bâtir une stratégie où nous retrouverons le temps long, la possibilité de planifier, la sobriété carbone, la prévention, la résilience. Sachons nous réinventer et moi le premier. » Alors, a priori, dans le monde de demain, voulu y compris par le président de la République, l'ESS a une place qui lui est plutôt favorable, mais est-ce que ce sera vraiment le cas? Et si oui, comment elle peut prendre cette place? Eh bien, pour répondre à cette question, nous avons 4 intervenants aujourd'hui. Alors, je les présenterai au fur et à mesure, juste avant qu'ils prennent la parole. Et donc, on va commencer tout de suite avec Nadine Richesse-Battestin. Nadine, vous êtes maître de conférence en sciences économiques à l'Université d'Aix-Marseille et directrice d'un master centré sur l'économie sociale et solidaire. Alors, comment l'ESS, d'abord, peut-être rappeler quand même, c'est toujours bien de redéfinir toujours les sujets. Donc, nous redire rapidement ce que c'est l'ESS et comment l'ESS a fait face à la crise jusqu'ici. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais commencer par rappeler rapidement ce qu'est l'ESS. Je vais reprendre simplement la définition qui est donnée par la loi de 2014. Donc, c'est une définition qui va mêler à la fois les statuts, coopératives, mutuelles, associations et fondations, et puis aussi qui va y rajouter des entreprises commerciales qui vont respecter un certain nombre de critères, notamment la question de la lucrativité limitée, et puis la question de la démocratie. Donc, l'économie sociale et solidaire, c'est à la fois un mode d'entreprendre, mais aussi et surtout une façon de faire société et de développer des dynamiques de solidarité, de renforcer les liens sociaux en visant des formes d'émancipation. Donc voilà très rapidement pour la définition qu'on pourrait en donner. Vous souhaitez ensuite que j'enchaîne tout de suite avec la question de la crise, peut-être? Je m'étais promis de vous couper le moins possible parce que c'est toujours un peu laborieux à distance, mais avec plaisir. Ouais. D'accord. Ok, alors je pense que la crise a affecté l'ensemble des entreprises et pas simplement les entreprises d'économie sociale et solidaire. Donc une partie notamment des petites et moyennes organisations de l'ESS qui en constituent le gros bataillon en termes de pourcentage ont été, et notamment les associations, ont été fortement affectées par la crise, à la fois dans leur activité, avec parfois la difficulté de développer et de vendre leur activité, du point de vue du travail et des modes d'organisation du travail, sur le distanciel, etc. Et parfois aussi sur des choses qui étaient plus spécifiques, qui étaient finalement l'usage des bénévoles,
Un certain nombre de bénévoles étaient des gens plus âgés, qui donc se retrouvaient en situation de n'être pas forcément disponibles et dans le contexte du Covid, et un certain nombre d'associations ont dû aussi renouveler largement leurs bénévoles, de façon à répondre, pour un certain nombre d'entre elles, à l'enjeu, par contre, de l'explosion de la demande auquel elles étaient confrontées. Je rappelle simplement que, par exemple, 60% de l'ESS, des associations, sont dans le champ du sanitaire et social, de l'action sociale, etc. Et que ces structures-là ont été vraiment en première ligne. Donc il y a d'une part des associations ou des coopératives ou des mutuelles qui ont été confrontées aux mêmes difficultés que les autres, mais il y a aussi un lot d'organisations, d'associations notamment, qui ont été en première ligne du fait du Covid, pour des enjeux de réponse à des problèmes d'accès à l'alimentation, d'accès au logement, etc. Et qui se sont retrouvés avec une activité qui triplait ou qui quadruplait. Et je rappelle qu'une grande majorité des EHPAD sont des EHPAD publics, et associatifs, et qu'ils effectivement ont rencontré des difficultés importantes en termes de main-d'œuvre, etc. Donc on est dans une situation où on a vraiment des tensions qui sont venues pour certains de la baisse de l'activité et pour d'autres d'un surcroît d'activité dans un contexte effectivement qui était un contexte relativement compliqué et qui est vraiment de ce fait propre à l'économie sociale et solidaire. À partir de là, ce qu'on peut dire, c'est que à la fois, cette crise a accéléré certaines transformations, notamment autour du travail, avec des atouts et des limites. On sait tous que le travail à distance n'est pas forcément simple et qu'il ne permet pas forcément non plus des échanges fluides. Alors, dans un certain nombre de cas, il est facilitateur de débat parce qu'on n'a plus besoin de se déplacer, mais le débat est relativement facile quand on n'est pas très nombreux et quand on a l'habitude, quand on a l'usage de ces technologies. Par contre, il est plus difficile quand on en a moins l'usage et surtout quand on veut mettre sur la table des débats un peu plus importants et notamment sur des manières de construire l'activité professionnelle et de repenser l'activité dans un contexte de crise et de post-Covid. Alors à partir de là, j'ai envie de dire qu'on peut voir grosso modo 3 pistes pour demain, en allant d'une piste assez pessimiste à une piste plus optimiste, avec je dirais un étalonnage autour de 3 entrées. Premièrement, je dirais la persistance de la confidentialité de l'économie sociale avec une certaine forme d'entre-soi et d'enfermement sur l'entre-soi. L'économie sociale et solidaire est connue des acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais elle a du mal à dialoguer avec le reste des acteurs économiques et sociaux, et donc elle conserve dans le futur finalement son caractère un peu confidentiel, et puis parfois elle s'enferme dans son côté de réparation plutôt que dans sa dimension transformation. C'est un peu parfois la situation auquel l'économie sociale et solidaire est confrontée. Quand je demande à mes étudiants en licence c'est quoi l'économie sociale et solidaire, ils me répondent l'aide sociale. Donc, qui est une vision tout à fait partielle de ce que serait de ce qu'est l'économie sociale et solidaire. On pourrait y voir un deuxième scénario qui est un peu plus optimiste, mais qui aussi porte des atouts et des limites peut-être de front, qui est un peu paradoxal. C'est l'espèce de dilution qu'on pourrait voir de l'économie sociale et solidaire dans une économie responsable. Alors, pourquoi je parle de dilution? Parce qu'on voit bien que depuis quelques années, avec la montée de la RSE, d'une part, de la responsabilité sociétale des entreprises, avec l'émergence des entreprises à mission dans la loi Pacte, on voit une série de modifications de l'entreprise ou d'affirmations de nouveaux engagements de l'entreprise. Qui sont parfois tout à fait fondés et qui sont parfois plus de l'ordre de stratégie de communication, mais en tous les cas, on observe des dimensions fondées d'évolution aujourd'hui des entreprises et qui laissent voir un engagement vers plus de responsabilité et au sein duquel finalement l'économie sociale et solidaire a du mal à se retrouver parce qu'à la fois elle dit c'est ce que je fais et en même temps je vous laisse finir assez vite.
Oui, et en même temps, ce n'est pas forcément clairement ce qui va être reconnu par les nouveaux acteurs de ce champ de la responsabilité. Troisième scénario, qui pourrait être le plus optimiste, je reprends le slogan de SS France, la République d'économie sociale et solidaire, avec une économie sociale et solidaire qui est complètement inspirante et qui va du coup générer toute une série de mobilisations et de transformations des organisations. Je vous remercie. Merci beaucoup Nadine. Alors, la transition est toute trouvée, vous avez fait tout mon travail pour qu'on en vienne à la présentation d'Éric Forti. Éric, vous êtes président de la CRES Île-de-France, donc la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Île-de-France, et vous êtes vice-président de SS France. Alors, vous, justement, dans les scénarios que Nadine évoquait, il y en a un qui évidemment vous parle le plus, et vous êtes sensible et vous vouliez insister là-dessus, au fait que dans cette période de crise, l'ESS ne devait pas et ne doit pas être seulement là pour réparer ce que l'économie, on va dire, dominante a cassé. Oui, merci. Merci Nadine pour ces propos assez clairs sur ce qu'est l'ESS aujourd'hui, et merci pour cet enchaînement, puisqu'effectivement, dans la préparation de cette séquence, je m'attachais à essayer de répondre pourquoi et comment l'ESS doit transformer profondément la société après ce que nous venons de vivre. Parce que franchement, nous sommes devant un constat où les crises que nous traversons depuis 2008, financières, sociétales au sens large, environnementales, futures et sociales, depuis notamment la mobilisation des Gilets jaunes qui a quand même révélé une fracture, plus qu'une fracture, même une faille sociale, puisque ça attend à s'augmenter entre les différentes classes, des différentes couches de la population. Tout ça nous conduit à dire que globalement, le système économique dominant depuis 2 siècles maintenant est quand même en train de révéler un certain nombre de limites et est en train de générer un certain nombre de dégâts que justement, il va falloir nous employer à réparer, modifier, et plus que réparer dans l'urgence les dégâts sociaux, environnementaux, on voit bien qu'il faut qu'on se dote de systèmes de production, de distribution, de consommation, avec des règles de partage des richesses qui doivent être, j'allais dire résilients, le mot est à la mode, mais qui doivent nous permettre justement de transformer notre vie, de transformer la société pour aborder les décennies futures avec un peu plus de sérénité et de capacité à vivre ensemble, puisque je ne fais pas de dessin sur les tensions qui peuvent être générées sur ces dégâts socio-environnementaux entre les individus qui constituent la société. Alors, il s'avère qu'effectivement, pourquoi l'ESS a un rôle à jouer? Parce que les principes qui la caractérisent, tels que vient de les rappeler Nadine, sont essentiellement basés sur le collectif, la capacité à s'organiser. Vous savez, historiquement, l'ESS, c'est des citoyens qui s'organisent pour répondre à des besoins que le marché ou que les pouvoirs publics ne leur permettent pas, auxquels les citoyens n'ont pas suffisamment accès ou pas accès du tout. Donc c'est comme ça que l'histoire de l'ESS s'est développée dans notre pays à travers la constitution de coopératives, de mutuelles, d'associations, de citoyens qui ont construit ces réponses, ont produit des réponses qui ne sont pas toujours sociales. C'est l'histoire des grandes banques coopératives, c'est l'histoire des grandes mutuelles d'assurance. Alors, ce qui définit l'ESS aujourd'hui et pourquoi l'ESS a un rôle éminent à jouer dans l'accompagnement de cette transformation sociale, c'est effectivement un faisceau de principes qui sont rappelés dans la loi 2014, dont un particulièrement important que j'affirme aujourd'hui comme étant prépondérant dans notre capacité à accompagner la transformation sociale, c'est la gouvernance démocratique de nos entreprises. Il s'agit là de revenir à des questions d'organisation de la production, de services ou de biens, qui s'inscrivent dans une logique où chaque acteur a une voix pour exprimer la façon dont on doit pratiquer, la manière dont on doit distribuer ces richesses et la façon dont on doit les partager. Le deuxième principe, qui est très caractéristique aussi et qui est très important, c'est la lucrativité limitée. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'engage tous à produire raisonnablement, d'abord parce qu'on le sait, il n'y a pas de système de croissance, de recherche de croissance infinie dans un monde où les matières premières et autres matières nécessaires à la production sont finies. Donc, cette histoire de croissance infinie nous amènera droit dans le mur, on le sait. Il faut qu'on construise des logiques de production raisonnables, des logiques de production qui répondent à nos besoins, avant tout,
dans des filières, j'y reviendrai, qui sont essentielles pour la vie et même en ce moment la survie d'un certain nombre des participants, enfin des membres de la société. Le deuxième élément de cette lucrativité limitée, c'est que l'on ne se gage pas dans un processus d'enrichissement personnel, de profit individuel qui viennent augmenter le patrimoine personnel. En fait, on fout en l'air la théorie du ruissellement, du premier de cordée, que vous aviez bon sens de rappeler comme étant nécessaire à remettre en question de la parole même du président qui avait prononcé ces mêmes mots il y a quelques années et qui revient là-dessus en expliquant aujourd'hui qu'il va falloir qu'on apprenne à fonctionner autrement. Alors, comment on peut faire pour affirmer ces principes? D'abord, il faut arriver à les partager avec le plus grand nombre, et ça, c'est pas facile. C'est pas facile parce que le paradigme de la réussite individuelle qui s'inscrit dans l'augmentation du patrimoine personnel, il est inscrit profondément dans notre système de développement. Et ça, il va falloir qu'on s'attache avec l'éducation nationale, avec les acteurs, les citoyens, à partager ces principes et faire la preuve qu'ils peuvent répondre à ces besoins d'accompagnement, de transformation, et qu'ils peuvent nous permettre de construire un monde meilleur. Donc sensibiliser, former, c'est l'action de tous les acteurs de l'ESS aujourd'hui, elle est primordiale, et de prendre des exemples sur la preuve qui peut être faite que dans certaines filières, dans certains secteurs d'activité, eh bien, ces réponses sont durables, sont raisonnables, efficientes et sont de qualité suffisamment importante pour permettre de perdurer. Je prends des exemples tout simples et j'arrêterai là. Dans l'agriculture, moi je suis en Île-de-France, vous l'avez rappelé tout à l'heure, on a vu pendant la crise qu'il était absolument nécessaire d'accompagner la redistribution des matières premières, enfin des produits frais, des produits de l'agriculture. Et donc, il fallait relocaliser l'agriculture en Île-de-France pour permettre d'aborder la question de la redistribution par les circuits courts et rendre accessibles aux plus nécessiteux les premiers produits par l'agriculture francilienne. Autre exemple, très criant en Île-de-France, la question de l'aide aux personnes âgées et de la petite enfance. Dans un secteur social très investi par l'ESS et ses entreprises, on sait qu'une des réponses possibles, plutôt que d'aller contractualiser des industries de l'accueil de petite enfance, c'est de créer des coopératives ou des crèches associatives qui permettent aux citoyens et aux parents de s'organiser pour répondre à leurs besoins de garde de petits-enfants. Et on fait une pierre deux coups. On rassemble la société, on la rend plus cohérente et on répond à des besoins en apportant des réponses tout à fait adaptées puisque ce sont les usagers eux-mêmes, et ça c'est une des caractéristiques de l'ESS, l'espèce de capacité que nous avons dans l'ensemble de nos entreprises à rendre les usagers, les clients, les consommateurs, acteurs et producteurs des productions que nous réalisons. Merci beaucoup, Eric. Je vous laisse couper votre micro. Merci pour cette intervention qui est bien complémentaire de celle de Nadine et qui va nous amener en toute logique vers Florentin Letissier. Florentin, vous avez une double casquette. Vous êtes vice-président du RTES, le réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire. Mais vous êtes aussi, et c'est peut-être là-dessus surtout qu'on va vous interroger aujourd'hui, vous êtes adjoint à la mairie de Paris en charge de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire. Et justement, ce que disait Eric, c'est que voilà, les pouvoirs publics ont évidemment un rôle majeur à jouer. Comment les collectivités publiques peuvent agir ? Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, déjà, je voudrais dire que je suis ravi de participer à ce moment puisque je suis un grand lecteur d'alternatives économiques. Je le lis pas depuis 40 ans, mais effectivement, j'invite aussi à toutes celles et ceux qui le souhaitent à s'abonner parce que c'est vraiment un super magazine. Et il se trouve qu'avant d'être à plein temps en politique, j'étais professeur de sciences économiques et sociales. Donc voilà, j'ai aussi fait travailler mes élèves sur les articles d'Alter Eco. Je referme la parenthèse pub. Alors effectivement, donc ce qu'il faut dire, je crois, sur le lien entre les pouvoirs publics et l'économie sociale et solidaire, c'est qu'il y a quand même, c'est un lien très fort. Pourquoi? Ne serait-ce que parce que il y a beaucoup de structures de l'ESS qui dépendent quand même assez fortement des financements publics pour pouvoir réaliser leur activité. Et ça peut être aussi une faiblesse. C'est-à-dire que quand on regarde aujourd'hui le tissu de l'économie sociale et solidaire, en tout cas à Paris, mais aussi plus globalement, c'est quand même beaucoup des petites structures qui sont parfois assez dépendantes justement des subventions et des marchés aussi publics. Donc ça, je dirais que c'est un vrai défi aussi pour le futur de l'ESS. Quel rôle pour l'ESS dans le monde qui vient? L'ESS, si elle veut vraiment changer d'échelle, si on veut qu'effectivement
tous ces acteurs dont Nadine Richesse-Battesti a expliqué les contours de la loi de 2014, hein, donc les coopératives, les entreprises avec Agrésus, etc. Si on veut qu'il y ait de plus en plus de ces acteurs qui se développent, il va falloir qu'elles trouvent aussi de plus en plus des modèles économiques qui vont les rendre peut-être moins dépendantes d'un certain nombre de financements publics. Et ça passe aussi par une forme de changement d'échelle, de changement de taille. Parce que l'objectif aussi, et moi c'est la manière dont je pense ma délégation ici à la Ville de Paris, c'est que j'ai à la fois l'économie sociale et solidaire, mais j'ai aussi l'économie circulaire. Et Éric Forti parlait de filières d'avenir pour l'économie sociale et solidaire. J'adhère tout à fait à cette idée. Il y a les filières dont il a parlé, c'est-à-dire les filières en gros de l'alimentation, de l'agriculture et les filières de l'aide à la personne. Nous, à Paris, on a identifié aussi d'autres filières, notamment des filières de production dans l'économie circulaire, par exemple tout ce qui est autour de la réparation, de réemploi dans des métiers comme le textile, comme l'ameublement, comme la rénovation des bâtiments, comme la logistique urbaine. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, nous, en tant que collectivité publique, comment on va faire pour travailler dans une logique de planification, en fait, hein. C'est vous, Vincent, qui aviez employé ce terme, je crois, en introduction. Même Emmanuel Macron s'est mis à parler de planification. C'est vrai, il y a pas très longtemps, on hallucinait un petit peu. On se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Il était quand même plutôt classé du côté des libéraux. Et là, il se met à parler de planification. Mais la planification, c'est un beau mot, je trouve. C'est-à-dire, c'est l'idée de dire, en gros, les pouvoirs publics, justement, y compris locaux, essaient de travailler avec les acteurs économiques à donner des directions stratégiques pour la production, et notamment la production dans l'économie circulaire. Et dans la logique de filière, qu'on est en train de travailler ici à la Ville de Paris, mais ça se fait dans beaucoup d'autres territoires, c'est de dire, voilà, on prend des secteurs d'activité, on regarde le tissu existant des acteurs de l'économie sociale et solidaire, et on voit comment les renforcer. On voit, alors évidemment, on va les appuyer par des subventions publiques encore, on va leur ouvrir nos marchés publics encore plus, de manière plus forte, mais aussi comment on travaille avec les acteurs privés classiques, les grandes entreprises du secteur privé classique, pour qu'il y ait justement des financements. Parce qu'on est aussi dans un contexte aujourd'hui où les collectivités locales ont de moins en moins de marge de manœuvre financière. En plus, avec la crise du coronavirus, ça s'est creusé. Et donc, il faut aussi qu'on travaille avec les acteurs privés classiques qui, pour beaucoup d'entre eux aussi, sont assez partants en fait pour travailler avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Mais par contre, faut pas que ce soit juste dans une stratégie de greenwashing ou de social washing, c'est-à-dire se donner bonne conscience en contractualisant sur des petites tâches avec des acteurs de l'ESS. Non, il faut que ce soit vraiment dans un cadre sincère. Aussi, on veut effectivement aller vers ces changements de société, vers ces modèles économiques plus vertueux pour la planète et l'environnement. Donc, pour terminer, nous, ce qu'on est en train de construire, c'est à partir de début 2021, on va faire des rencontres par filière, des filières prioritaires, et on va mettre autour de la table les acteurs de l'économie sociale et solidaire d'abord, et puis après, on va convier les acteurs de l'économie classique, on va se dire, voilà les nouveaux emplois, les nouveaux métiers dans l'économie circulaire, comment on va chercher l'argent, y compris aussi auprès des acteurs financiers, des acteurs bancaires, et pour financer ces acteurs de l'ESS, pour qu'ils grossissent, pour qu'ils fassent des investissements en termes d'infrastructures et qu'ils créent de l'emploi, justement, dans des structures qui ont une lucrativité limitée et qui ont une finalité de la production d'intérêt général. Merci beaucoup, Florentin. Alors, on va maintenant donner la parole à Cécile Leclerc. Donc, Cécile, vous êtes directrice générale de l'Avise, qui accompagne notamment les porteurs de projets dans l'ESS. Et ce matin, c'était rigolo, j'ai pensé à vous parce que dans le premier débat qu'il y avait, quelqu'un disait « Ok, je suis très convaincu par tout ça, par l'économie sociale et solidaire, mais concrètement, qu'est-ce que je peux faire, moi ?» Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, Cécile? Merci, bonjour. Oui, en effet, alors l'Avise, elle n'accompagne pas en direct les porteurs de projets dédiés à l'économie sociale et solidaire. C'est une agence d'ingénierie qui, du coup, va globalement accompagner le développement de l'ESS. On est positionné, en fait, au niveau national. Et donc, ça va se concrétiser par un portail où, en effet, les porteurs de projets, les dirigeants de l'ESS peuvent trouver tout un tas d'outils pour les accompagner, et surtout par le fait qu'on va animer, nous, des communautés d'acteurs de l'accompagnement qui sont bien présents sur les territoires. Parce que si je rejoins bien sûr très fortement Éric Forti sur l'importance de sensibiliser comme première marche pour renforcer le rôle de l'ESS, après on a tout l'enjeu d'accompagner les porteurs de projets et d'accompagner les décideurs acteurs du territoire qui souhaitent également renforcer l'ESS sur leur territoire, comme le disait à l'instant Florentin Letissier au niveau d'une collectivité. Et donc je pense qu'aujourd'hui,
quand même, la chance qu'on a en France, c'est que, et donc je me dis que le scénario pessimiste de Nadine Richer-Battisti, normalement, n'arrivera pas, c'est qu'il y a des écosystèmes quand même qui se densifient énormément sur les territoires pour accompagner le développement de cette économie sociale et solidaire, et notamment quand vous êtes porteur de projet. Vous pouvez bien sûr déjà être accueilli, recevoir de l'information au niveau de votre chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Vous pouvez ensuite être incubé. Donc, il y a des incubateurs dédiés vraiment à l'innovation sociale et à l'ESS. La VISE anime la communauté émergence et accélération qui réunit les 134 dispositifs qui couvrent le territoire français pour accueillir ces porteurs de projets qui ont envie de développer leur projet d'ESS, leur projet impact social environnemental, avec des enjeux de partage du pouvoir, partage de la richesse. Et l'objectif de ces incubateurs, c'est bien de les accompagner dans ces premiers pas pour y arriver. Et donc, on voit bien que ces 5 dernières années, ces dispositifs se sont multipliés. Il faut renforcer encore ces écosystèmes, mais il y a vraiment des choses présentes. Et il y a des dispositifs, celui que vous connaissez peut-être, c'est le DLA, le dispositif local d'accompagnement, qui sont des dispositifs publics qui, là en l'occurrence, accompagnent chaque année 6000 associations, plus de 6000 sur le territoire qui ont des problématiques stratégiques et notamment l'enjeu de se renforcer, de se développer, et donc on peut trouver de l'accompagnement pour réussir ce développement, y compris pour réussir aussi à dépasser les difficultés, et on l'a bien dit en introduction, que les associations rencontrent aujourd'hui dans le cadre de la crise. Donc il y a vraiment pour le dirigeant, le porteur, quand même un écosystème qui se structure, et tout l'enjeu est de mieux l'articuler et de le renforcer dans les années à venir pour qu'il y ait plus de coopération et d'accompagnement. Et puis pour les acteurs décideurs, entre guillemets, qui ont envie de s'engager, que ce soit d'ailleurs, on en a parlé, Florentin le disait, les entreprises plus conventionnelles qui ont envie de s'engager ou les acteurs publics, il y a quand même de plus en plus de dynamiques de coopération où du coup, ils peuvent s'intégrer sur des projets de territoire. Alors, on parle des pôles territoriaux de coopération économique, on peut parler de dispositifs ad hoc, type les fabriques à initiative, qui permettent sur un territoire, mettre autour de la table les acteurs du territoire qui repèrent bien, eux, des besoins sociaux, parce que le sujet, c'est qu'on repère des besoins sociaux, on repère des besoins écologiques, on a envie de faire de l'ESS, mais on n'est pas forcément dirigeant d'une entreprise de l'ESS demain. Et par exemple, ce programme, il permet d'imaginer des réponses entrepreneuriales d'ESS à partir d'un besoin, et après de voir comment est-ce qu'on, in fine, on recrute un porteur de projet, un dirigeant, mais en partant bien du besoin, parce que c'est la grande différence, en effet, en termes de finalité avec l'économie plus conventionnelle, c'est que toute l'économie de l'ESS, sa finalité, c'est l'utilité sociale, c'est l'impact social, donc elle va bien partir des besoins du territoire. Donc voilà, donc il y a quand même beaucoup de choses, et il faut du coup continuer à donner corps et coopération à tout ça. Ce qui n'a peut-être pas été dit tout à l'heure aussi, dans quel rôle pour l'ESS dans le monde qui vient, je me disais, c'est l'importance de cette ESS déjà dans le monde d'aujourd'hui sur les territoires ruraux, parce que du coup, alors en plus on a 2 intervenants territoriaux plus citadins, mais du coup on voit bien aujourd'hui que la transition écologique et solidaire, c'est une économie locale, c'est une économie de proximité, et dans les territoires ruraux, on s'est aperçu par exemple qu'entre 2008 et 2015, l'ESS avait fait plus 5%, enfin 5 points d'emploi, là où le reste de l'économie, public et privé hors ESS, avait baissé de 4,1 points. Et donc, on voit bien que là, l'ESS, quand les pouvoirs publics ne sont pas là, ou quand ce n'est pas assez lucratif pour le privé, notamment en matière de commerce de proximité, de café, etc., du coup, on a bien des réponses de l'économie sociale et solidaire, parce que finalement, c'est les acteurs qui, eux, ne cherchant pas la lucrativité limitée, cherchant à répondre aux besoins des populations et du territoire, vont imaginer des solutions et vont les mettre en œuvre. Et donc, je pense que cette forte dynamique dans les territoires ruraux en faveur de l'ESS, j'espère, elle est vraiment un bon précurseur du scénario le plus optimiste que présentait Nadine Richer-Battisti tout à l'heure. J'ai presque envie de montrer mon
mon chronomètre, puisque vous avez fait 5 minutes 00, Cécile, bravo. Alors, merci à tous pour vos interventions. On a commencé à balayer pas mal de sujets sur lesquels on va pouvoir revenir, et on va y revenir grâce à vos questions. Donc, certains l'ont déjà vu, l'ont déjà fait. Vous avez un onglet questions dans lequel vous pouvez poser vos questions. Alors, vous êtes 133 à nous regarder au moment où je vous parle, donc c'est pas certain qu'on puisse prendre toutes les questions, mais on va essayer de les prendre. Alors dans un ordre que je vais considérer comme logique. Et pour commencer, je vais commencer chronologiquement, ce sera le plus simple, avec une question de Claude qui nous demande en quoi certaines structures membres de l'ESS, je pense en particulier à des grosses banques comme le Crédit Agricole ou le Crédit Mutuel, sont-elles sociales et solidaires? Avec une question un peu provoque, ne faudrait-il pas faire le ménage dans l'ESS? Alors peut-être Nadine, sur cette question, vous avez dû forcément la traiter des centaines de fois sur le périmètre de l'ESS et un périmètre. Est-ce qu'il y a un bon périmètre de l'ESS et que faire face à ces... Est-ce que ces structures sont ESS pour vous? Je vous laisse juste activer votre micro. Pardon, c'est une question polémique et qui est sujet à des débats depuis des années, auquel il n'est pas si simple que ça de répondre. Parce que quand vous regardez la structure des prêts, des banques coopératives par rapport aux banques classiques, la plupart des prêts réalisés par les banques coopératives se font sur les territoires. Donc si on regarde la structure d'engagement des banques coopératives, on observe que de fait, elles financent largement plus l'économie locale que ce que ne le fait et la petite entreprise, la petite organisation, que ce que ne le font des grosses banques comme la BNP Paribas ou la Société Générale, qui vont être beaucoup plus aussi sur des marchés internationaux, qui vont accompagner leur clientèle sur des marchés internationaux. Donc, de ce point de vue, il y a déjà une différence entre les deux. De la même manière, il y a eu des stratégies dans les 20 dernières années de réflexion sur comment accompagner les difficultés rencontrées par les sociétaires ou les clients de ces banques coopératives qui sont peut-être plus développées que celles qu'on voit dans d'autres groupes bancaires. Après, la réglementation qui s'impose aux banques aujourd'hui est la même que vous soyez coopérative ou pas. Et la réglementation, qu'elle soit européenne ou internationale, impose des normes qui s'appliquent indépendamment des statuts et qui ont du mal à reconnaître la spécificité des coopératives en tant que telles. Notamment la question de la double qualité, être à la fois sociétaire et donc client d'une banque et propriétaire de cette banque est quelque chose qui est très compliqué dans l'univers de la banque classique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, quand on demande l'indépendance d'un conseil d'administration, si on considère qu'on est dépendant parce qu'on est client de cette entreprise ou sociétaire de cette entreprise, ça remet en question complètement le mode de fonctionnement de la banque coopérative. Donc, il y a une partie de l'argument qui est effectivement, de mon point de vue, assez dépassé. En même temps, les banques coopératives pourraient sans doute aller plus loin dans le travail de leur lien avec leur territoire et dans leur capacité à montrer, à faire la preuve, peut-être soit d'une plus grande transparence, comme peuvent le faire des plus petites organisations, je pense à la NEF, etc., d'une plus grande transparence, mais aussi peut-être à mieux valoriser leur engagement sur le territoire en tant que tel. On a du mal à avoir des données sur les engagements effectifs sur le territoire. Donc moi, j'ai un point de vue qui est sans doute un peu plus modéré qu'un certain nombre de gens, et je pense que l'activité bancaire aujourd'hui est tout à fait indispensable pour accompagner le développement de l'économie sociale et solidaire, et que cette activité est majoritairement portée par les banques coopératives, même si la publicité d'une série de banques conventionnelles fait tout à fait état de leur engagement solidaire. Je pense à une publicité récente de BNP Paribas qui met en avant son engagement solidaire. Donc je pense qu'il faut être là-dessus peut-être plus mesuré, et je pense qu'il faut pas non plus perdre beaucoup de temps sur la question du périmètre. Un des enjeux qu'on a aujourd'hui, c'est la transformation. Et donc, aller dans le sens d'une transformation
devient quelque chose de central. Et de mon point de vue, cette transformation, elle porte sur 2 dimensions. Eric les a partiellement, les a rappelées, mais je vais peut-être rajouter une dimension. Donc, il y a la dimension démocratique, il y a la dimension de lucrativité limitée, et il y a la nécessaire réflexion sur la propriété, et qui suppose forcément de dépasser une série de représentations dans lequel on est complètement enfermé. Une propriété collective n'a rien à voir avec une propriété actionnariale individuelle. Et de mon point de vue, cette question des droits de propriété, qui est largement posée par les communs, par exemple, aujourd'hui, qui traverse l'économie sociale et solidaire depuis son origine au 19e siècle et avant, et ce sont des questions centrales. Et ces questions-là pose la question de la transformation sociale et pas simplement de la réparation sociale ou de la réponse aux besoins. Je pense qu'on a des enjeux d'aller au-delà de, c'est pour ça que j'évoquais la réparation tout à l'heure, d'aller au-delà de la réparation, mais de construire la transition vers une autre dynamique économique et sociale et bien entendu écologique. Merci beaucoup Nadine. Est-ce que, alors je vous inviterai à faire des réponses un peu plus courtes si possible, mais il était important de cadrer le sujet, donc vous êtes toutes pardonnées Nadine, parce que c'est vrai que cette question revient tout le temps et c'est bien de rappeler les termes du débat. Je vous laisserai juste aussi couper votre micro, je suis désolé, c'est très pénible, mais on est obligé de s'astreindre à cette petite gymnastique. Est-ce que sur cette question, Eric, Florentin, Cécile, vous voulez réagir ou pas spécialement, auquel cas on peut passer à une question suivante? On a d'autres questions un peu du même style, je vais peut-être en prendre une. Bah, c'est encore Claude qui se demande quelle capacité de résistance, alors le vocabulaire est peut-être un peu fort, mais l'idée vous l'aurez, quelle capacité de résistance des structures de l'ESS face aux diktats de l'État qui leur imposent des normes et des outils inspirés des gestionnaires du néolibéralisme? En gros, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'une ESS qui perde ses valeurs, pas seulement par sa propre faute, entre guillemets, mais aussi parce que, évidemment, l'ESS répond à de la commande publique et que la commande publique, via l'appel à projet, peut parfois prendre des tournures moins ESS, disons. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la question. C'est bizarre, vous m'entendez là? Oui, parce que moi, je ne vous entends plus. Alors bon, c'est dommage. Mais bon, tant pis, je vais essayer de retrouver le son. Non, simplement pour prolonger un peu ce qu'a abordé Nadine, je la remercie d'avoir rajouté la question de la propriété collective, voire la non-propriété. Dans 80% des entreprises de l'ESS, des associations, il n'y a pas de propriété, puisque la personnalité est morale et qu'on pourrait considérer que c'est une grosse différence avec le capitalisme qui est basé, je le rappelle, sur le principe de la propriété individuelle et le développement d'activités marchandes, le marché et les principes du marché. Alors, les rapports avec l'État, Florentin l'a abordé tout à l'heure dans les rapports avec les collectivités locales, moi je les mets au même niveau, c'est-à-dire que je fais partie de ceux qui pensent, c'est pas unanime dans les réseaux de l'ESS, que l'ESS ne peut pas se développer et participer de la transformation de la société sociale, écologique, environnementale, si elle n'est pas en partenariat avec les pouvoirs publics. Il y a un moment où il faut raccrocher à la sphère publique des décisions réglementaires, législatives qui permettent d'accompagner le développement de cette forme d'économie particulière. Et les rapports avec l'État, il faut faire très attention effectivement, parce que quand l'État se comporte comme un acheteur et qu'il respecte les règles du marché, il a tendance à transformer les partenaires que sont les entreprises de l'ESS dans toutes leurs dimension en instrument ou en prestataire de services achetés, vendus, ce qui définit des relations non plus partenariales, mais des relations de fournisseurs-clients. Et là, on revient sur les règles et les principes du marché qui ne sont pas éloignés de l'économie sociale et solidaire, mais qui ne sont pas prépondérants dans la nature des relations qui doivent être développées entre les différents partenaires qui agissent dans le sens de l'affirmation de cette économie et de ses particularités. Et là, on retrouvera tout un tas d'exemples qui nous permettront de changer d'échelle et d'accompagner la dimension plus importante de l'ESS dans la construction des réponses que nous devons produire pour demain et les jours qui suivront. Florentin, peut-être une réaction sur la relation aux collectivités, à l'État et aux collectivités publiques? Oui, alors je voudrais dire quand même, du point de vue des collectivités, chaque collectivité a je pense, son approche et ses marges de manœuvre par rapport au tissu de l'ESS.
Puisque moi, par exemple, une partie de mon travail, c'est d'instruire et de donner mon accord sur un certain nombre de demandes de subventions qui émanent de structures de l'économie sociale et solidaire. Et dans ce lien-là, on le construit aussi. On a une marge de liberté dans la manière dont on construit ce lien. Effectivement, les normes managériales, enfin moi je suis pas du tout là-dedans et il y a beaucoup d'élus locaux qui sont pas du tout là-dedans dans la manière dont ils sont en lien avec les structures de l'ESS. Le problème qu'on a, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les finances publiques aujourd'hui, les finances des collectivités locales sont de plus en plus mises sous pression, aussi parce que l'État se désengage. L'État, on est dans un pays qui est encore très centralisé, et comme l'État dote de moins en moins les collectivités locales qui ont un rôle majeur à jouer justement dans l'investissement et le soutien de structures de l'ESS, en fait, on se retrouve aussi parfois assez étranglé financièrement, et donc ça complique nos rapports avec le tissu des structures de l'économie sociale et solidaire. Mais c'est vrai que les normes managériales, type recherche de rentabilité, équilibre budgétaire à tout prix, etc., au niveau de l'État, c'est clair que c'est quelque chose qui est largement développé maintenant. On l'a vu sur les approches au niveau des hôpitaux. Ça a été une catastrophe. On a bien vu qu'à force de vouloir faire des économies, on détruit un service public. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a quand même, en tout cas je parle du point de vue d'une collectivité locale, des marges de manœuvre dans la manière dont on construit notre lien avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Je suis d'accord avec Eric pour dire que effectivement, le lien entre le public et l'ESS, il est important, puisque c'est bien aussi que les collectivités publiques soutiennent financièrement l'ESS, parce que on est aussi dans des objectifs d'intérêt général, etc. Mais il y a aussi quand même un enjeu pour ces acteurs de l'ESS, un certain nombre d'entre eux en tout cas, de trouver aussi leur modèle économique, parce que s'il y a une trop grande dépendance au financement public, ça peut devenir aussi un obstacle, y compris dans leur propre développement. Et que le changement d'échelle ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans l'ESS et de structures de l'ESS qui ont pas tellement besoin des pouvoirs publics pour financer leur activité, qui trouvent des modèles économiques et qui le trouvent en ayant un modèle justement de gouvernance démocratique. C'est-à-dire une coopérative, elle peut très bien être autonome financièrement, etc., tout en ayant une gouvernance démocratique. Et je veux dire, c'est intéressant, on présentait parfois l'ESS comme une troisième voie entre l'État et le marché. Donc c'est aussi, voilà, l'État, effectivement, il peut aussi être nuisible quand il impose des orientations qui sont pas les bonnes ou quand il se comporte de manière effectivement néo-managériale. Et juste pour un dernier petit mot sur la diversité du monde de l'ESS, je voudrais citer un bouquin de Philippe Frémaux qui a été édité je crois, par Alter Eco ou par Les Petits Matins, je sais pas. Et il montre très bien cette diversité du monde de l'ESS, notamment les grands groupes bancaires aujourd'hui. Voilà, je vais pas critiquer les banques parce que moi, je vais leur demander de l'argent pour financer les structures de l'ESS. Mais c'est vrai que même au sein des banques coopératives, il y a quand même beaucoup de choses qu'il faudrait reprendre, même si c'est sans doute un peu moins pire que les autres. Voilà. Ouais, on en profite puisque vous citez Philippe Frémaux pour rappeler que donc Philippe Frémaux était pendant longtemps le directeur général d'Alternative économique, ancien rédacteur en chef, et c'était surtout l'architecte de ces journées de l'économie autrement. C'est lui qui les a fondées il y a 5 ans et il nous a malheureusement quittés au début de l'été. Il a travaillé jusqu'à ces dernières heures et je vous garantis qu'on recevait des appels de lui jusqu'à ces dernières heures pour préparer ces journées de l'économie. Donc évidemment, j'en profite pour qu'on lui rende hommage tout particulièrement. Cécile, est-ce que vous voulez réagir particulièrement sur cette question ou pas? Parce que sinon, il y en aura plein d'autres. Très bien. Alors, on a une question, puisque vous êtes là, Cécile, puisque je vous tiens, on avait une question sur l'accompagnement. Comment accompagner concrètement les dirigeants ESS vers cette transformation écologique et sociétale? C'est quoi les actions? Est-ce qu'on peut être un peu plus précis? C'est compliqué. Oui, c'est une question... C'est une question assez générale, encore une fois. Par contre, c'est essentiel de retenir qu'il faut être accompagné. Et donc, c'est essentiel d'aller chercher un certain nombre d'acteurs de l'accompagnement. Il y a notamment sur le site de l'AVIS, par exemple, des cartographies des acteurs de l'accompagnement avec des annuaires qui permettent d'orienter en fonction du besoin vers le sujet. Mais du coup, on voit bien que selon la taille de la structure, sa problématique, son secteur, le besoin pour se transformer, il ne va pas forcément être le même. Et ce qui est sûr, par contre, c'est que je pense que vont se développer là des programmes d'accompagnement dédiés non pas aux incubateurs, comme c'est le cas aujourd'hui, donc aux porteurs de projets qui créent sa structure, mais aux
aussi à la transformation des structures aujourd'hui plus classiques en structures de l'ESS. En tout cas, il y a un certain nombre d'acteurs là qui annoncent qu'ils vont vraiment développer des programmes spécifiques sur cette question-là. Voilà. Après, sinon, la question est très générale, donc j'y répondrai mal si je… Très bien. Donc, Laure, mais bon. vous êtes Laure Drège, c'était vous la question. Vous pouvez préciser la question si vous voulez, et sachant qu'Éric a donné une réponse visuelle en même temps. Donc, j'ai pas vu. Remontrez-nous, Éric. Je voulais juste rappeler que effectivement, dans toute la chaîne d'accompagnement que tu as très bien présenté tout à l'heure et que pilote pour une grande partie la VISE, il y a un réseau. Il y a un réseau d'acteurs qui est évidemment structuré. D'ailleurs, ça répond en partie à une des questions que j'ai vu passer sur le chat et les questions. Aujourd'hui, et depuis 2014, ça s'est renforcé, on a cette mission de structuration de l'ESS dans sa représentation et dans sa capacité à agir. Et se sont constituées au fil des années des chambres régionales de l'ESS qui sont aujourd'hui rassemblées derrière ESS France. Et on peut dire que la répartition des rapports qui se construisent entre les pouvoirs publics et les acteurs de l'ESS, elle s'effectue d'un point de vue national et européen même, par une représentation de ESS France et un plaidoyer organisé par ESS France. Et sur le plan des territoires, c'est l'ensemble des CRES. Donc pour répondre à un des internautes, quand vous avez envie d'agir, et que vous ne savez pas trop par quel bout tirer ce petit bout pour défiler la pelote, il y a sûrement une CRES pas loin de chez vous qui peut vous accueillir et qui vous orientera vers le bon guichet, vers le bon opérateur, qui sera la Fédération des associations du coin, la Fédération des coopératives, la Fédération des entreprises à but social, enfin bref, tout ce qui compose les structures, les CRES. C'est aussi un des bons moyens d'aborder une façon de participer au développement de l'ESS, c'est de s'engager dans la structuration de l'ESS au niveau des territoires, avec tous les acteurs actuellement structurés. Bon, alors justement, puisqu'on est dans la tuyauterie, on a pas mal de questions de tuyauterie. Alors, je vais toutes vous les faire d'un coup, et puis vous prendrez ce que vous voulez. On avait une question d'Alexandre qui nous demandait « Serait-il possible de revenir sur la nouvelle organisation de l'ESS, entre parenthèses, secrétaire d'État au commissaire ?» Donc, voilà, ça c'est une première question. Peut-être rappeler rapidement comment ça fonctionne au niveau de l'État notamment. On avait une question, alors attendez, elles sont un peu forcément dans le désordre. On avait une question sur la loi Hamon 2014, alors qui n'est pas la même, hein, mais je pose toutes les questions un peu institutionnelles en même temps. La loi Hamon 2014, question de Dominique, cette loi a permis de faire des groupes de scope. Ne serait-il pas possible de faire des groupes de SIC? Je pense à l'énergie renouvelable. Beaucoup de petites SIC sont sans salariés et donc trop petites. Ça existe, tout ça. D'accord. Et puis, alors, une question de Georges-Henri qui nous demande « Pensez-vous que la loi Hamon sur l'ESS de 2014 puisse être améliorée? Et si oui, dans quelle mesure ?» Bon, comme c'est des sujets quand même un peu techniques, je vous invite à peut-être essayer de pas trop rentrer dans les détails parce qu'on a plein de questions sur la jeunesse, sur la dimension internationale de l'ESS. Donc, il nous faut du temps pour répondre à tout. Je fais court sur l'aspect institutionnel structurant. Ça ne vous aura pas échappé, on est passé d'un haut commissaire à l'ESS à un secrétariat d'État à l'ESS. En 2014, on avait un ministère de l'ESS. Pourquoi ? Que ce secrétariat d'État est plus rattaché à la transition écologique, mais à Bercy, donc au ministère des Finances et de l'économie. La structuration globale, je l'ai un peu rapidement évoqué, on fait tout pour structurer l'ensemble des acteurs de l'ESS à travers des territoires régionaux, donc en rapport avec les conseils régionaux, et ESS France, qui est en fait le rassemblement des territoires et des têtes de réseau national. Il existe en gros une tête de réseau national pour toutes les catégories d'entreprises de l'ESS. La Fédération nationale des coopératives, qui s'appelle COPFR, qui regroupe toutes les coopératives. Il existe 20 statuts de coopératives dans le pays. Donc, vous avez imaginé qu'une des fédérations qui est en train de se constituer, d'ailleurs, est par exemple la Fédération des CAE, des coopératives d'activité et d'emploi. On peut imaginer qu'à terme, il y aura la Fédération des SIC, des sociétés coopératives d'intérêt collectif, que vient d'évoquer un des internautes. Pour l'instant, ces coopératives particulières sont fédérées nationalement par le CGSCOP, qui regroupe toutes les coopératives de production SCOP. Voilà, c'est comme ça que c'est structuré, c'est comme ça qu'on essaie de s'organiser pour être plus lisible, plus compris par l'ensemble des citoyens de ce pays et surtout plus efficace dans les actions que nous essayons de développer en matière d'accompagnement spécifique de telle ou telle catégorie d'entreprises de l'ESS.
Si vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas. Sinon, on va passer à la dimension un petit peu plus internationale de l'ESS. Vous me demandiez, je crois tout à l'heure, Eric, si on avait des gens hors de France, et la réponse est oui. Nous avons notamment Aboubakari Silla, qui est président de la plateforme des acteurs ivoiriens de l'ESS, vice-président du réseau ivoirien de l'ESS, donc un grand nombre de l'ESS en Côte d'Ivoire, qui veut savoir comment on pourrait mettre en place une ESS dynamique sur les différents territoires internationaux dans un contexte post-Covid. Est-ce que donc on peut trouver des relations internationales? Et on a une question qui est liée, qui vient d'arriver de la part de Joséphine, qui nous demande si on peut attendre une dynamique européenne pour accélérer le rôle de l'ESS. Est-ce que quelqu'un veut se lancer sur la dimension internationale? Je suis désolé, hein, je réexplique rapidement. C'est une des missions, d'ailleurs définies par la loi, de SS France aujourd'hui et des CRES, en l'occurrence, sur les territoires, que d'accompagner les rapports à construire avec les réglementations, les législations européennes pour affirmer les principes de l'ESS au niveau européen. On a du boulot, hein. Je ne vous cache pas que ce n'est pas simple. Juste pour vous dire, il y a une commission spécifique avec un groupe spécifique ESS au niveau européen. Le travail en ce moment, il est sur l'affirmation d'un principe de lucrativité limitée. Voilà. C'est un des axes sur lequel on est en train d'essayer de faire passer un certain nombre de principes qui permettront de réglementer autrement le développement économique et les échanges économiques entre pays de la communauté européenne. Oui, et le RTES, pardon. Ah oui, alors là, le RTES, bon, je te laisserai le présenter, Florentin, parce que c'est vraiment lié aux collectivités locales. Sur le plan international, il y a des réseaux effectivement d'acteurs. Là, par exemple, j'en cite un, le RIUES, le réseau des, je crois que c'est des universitaires de l'ESS, le RIPES, qui est aussi... bref, il y a régulièrement tous les ans ou tous les 2 ans maintenant des rencontres qui se font à l'initiative notamment de la France. Ça s'appelle... j'ai plus le nom en tête, mais bon, il y a des volontés comme ça de rayonner à partir de l'exemple français, parce que c'est vrai qu'au niveau européen, on ne parle pas de la même chose quand on parle de l'ESS, quand on discute avec des Allemands, des Anglais ou des Italiens, c'est pas tout à fait les mêmes choses. Il n'y a que le Portugal et la France qui ont des lois qui précisent ce qu'est l'ESS. Les autres pays méritent d'être imprégnés pour ne pas être confondus avec l'économie volontaire ou le caritatif dans certains autres pays. Du coup, je voulais juste dire que le RTES, donc qui est le grand réseau en fait des territoires engagés pour l'ESS, avec des communes, des départements, des intercommunalités, des régions, etc., a aussi un volet sur justement les coopérations européennes et internationales. Donc, si Monsieur de Côte d'Ivoire, par exemple, veut contacter le RTES, il peut tout à fait le faire et on peut jeter des ponts comme ça et pourquoi pas travailler ensemble sur certains sujets. Peut-être si je peux compléter de 2 ou 3 points, il y a une tendance aujourd'hui à l'émergence de lois, à la fois à l'échelle européenne mais à l'échelle internationale. Le Maroc a une loi sur l'ESS, la Tunisie vient de formuler une loi sur l'ESS, donc on va trouver ça au sud de la Méditerranée. Je rajouterai à ce qu'a dit Eric, l'Espagne a aussi une loi sur l'ESS, le Luxembourg a structuré aussi des dynamiques sur l'ESS. Peut-être ce qui est intéressant à l'échelle européenne aujourd'hui, c'est que dans la nouvelle mandature, on a une mobilisation sur cette question de l'économie sociale et solidaire, et on devrait avoir dans le courant de l'année 2021 un programme qui soit affiché en matière de développement de l'ESS, notamment autour peut-être d'aspects sur la lucrativité limitée. Il y a aussi tout un travail qui est amorcé, qui est en cours de réalisation autour de la mesure de l'ESS à travers un compte satellite, et notamment pour savoir un peu plus ce que ça représente en termes de valeur ajoutée. Et ce qui me semble intéressant là aussi, c'est qu'il n'y a pas une mouvance unique d'économie sociale, mais qu'il y a une diversité et qu'en fait, on va observer des tensions entre une ESS qui serait un peu plus philanthropique, une ESS qui serait plus, j'allais dire, à la française, et puis une ESS qui serait un peu plus tournée sur les entreprises sociales. Et du coup, je trouve que ça illustre aujourd'hui des pistes aussi de scénarii pour le développement de l'ESS demain,
entre des dimensions qui seraient plus orientées philanthropiques à travers un peu le modèle anglais, par exemple, plus de logique d'entreprise sociale qu'on va retrouver, par exemple, assez présente dans une partie des pays de l'Est, et puis des logiques d'économie sociale assez classiques à la française qu'on va retrouver en France, en Espagne, qui me semblent intéressantes à pointer. L'Europe peut demain devenir un levier, comme elle l'a été il y a quelques années en arrière, d'avancer du point de vue de ce qu'est l'économie sociale et solidaire. On voit bien que l'enjeu, c'est l'emboîtement. Donc l'emboîtement des niveaux, Cécile et Florentin, vous mettiez l'accent aussi sur le niveau local, sur la structuration dans des logiques décentralisées, territoriales, etc. Mais on voit bien que la décentralisation n'a de sens que si elle se coordonne à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. Et que de ce point de vue, c'est l'imbrication des niveaux qui est en cause aujourd'hui et qui mériterait d'être renforcée pour dynamiser globalement les modèles d'économie sociale et solidaire. Merci Nadine. Une question très bien différente maintenant, mais qui est importante, une question de Christophe Vernier qui nous demande le scénario optimiste que vous dessinez passe avant tout par la jeunesse. L'ESS ne devrait-elle pas revoir en profondeur son vocabulaire dans lequel les jeunes se retrouvent peu? Cécile, vous avez moins parlé que les autres, je pense. Je n'ai pas tenu un coup. Oui. Mais voilà. Donc, pas grave. Non, mais c'est bien qu'on veille un peu à l'équilibre des temps de parole. Sur la question de la jeunesse, est-ce que l'ESS fait trop vieux? Allez, on pose la question comme ça. En tout cas, alors moi je suis pas complètement jeune, donc je vais pas me mettre dans la tête d'un jeune, mais je pense que oui. Enfin, je pense en tout cas utiliser avec ce vocabulaire-là. Nous, on a Christophe Vernier le sait. Il soutenait notamment un programme qui s'appelle Jeune ESS à un moment donné et qui justement avait pour objectif, multipartenarial, qui avait pour objectif de sensibiliser les jeunes à l'ESS. Et le constat de départ, c'était de se dire qu'il fallait évidemment parler d'ESS, mais pas forcément en utilisant le jargon qu'on a pu utiliser depuis le début de cette conférence, en fait. Donc, c'est-à-dire que les jeunes, on avait fait une enquête qui montrait bien à quel point, j'imagine que ce serait plus aujourd'hui, mais à l'époque, c'était il y a 5-6 ans, 80% des jeunes, quand on les interrogeait sur leurs valeurs et ce qui était important pour eux, exprimaient exactement les valeurs de l'ESS. C'est-à-dire qu'ils parlaient du sens au travail, du partage de la richesse, du partage du pouvoir, de l'impact écologique, de l'impact social, etc. Et par contre, quand après on leur posait la question « qu'est-ce que l'ESS ?» il y avait exactement le même pourcentage, plus de 80%, qui disaient « je ne sais pas ». Et donc, on voyait bien qu'il y avait un enjeu d'appareillage des deux entre les envies et l'ESS. Je pense qu'aujourd'hui, on a en plus un engagement des jeunes encore plus fort. Après, c'est sûr, je pense, un travail de l'économie sociale et solidaire quand même, d'être plus accessible dans son vocabulaire. On est aussi sur des enjeux générationnels, on le voit bien, donc il y a des choses à travailler, mais en le travaillant sur le fond, parce que du coup, ce que je craindrais, c'est que pour faire venir les jeunes, on simplifie. Et là, pour le coup, on est dans le scénario optimiste numéro 2 de Nadine, de dilution. C'est-à-dire que du coup, j'aimerais bien qu'on continue à parler beaucoup d'économie sociale et solidaire en étant moins jargonneux, mais par contre, en étant très, très ferme sur ces valeurs et l'ensemble des valeurs. Et du coup, ce n'est pas la même chose que l'impact au sens général. Merci Cécile. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir ou alors on passe à Plus que sur ces valeurs, moi je dirais sur ces principes. Et juste pour illustrer ce que tu viens de dire très clairement, Cécile, je pense que c'est dans l'action qu'on peut aussi garder une certaine rigueur sur nos principes, faire la preuve dans les écoles aujourd'hui, au plus bas des niveaux du système scolaire d'ailleurs, pourquoi pas en maternelle, que la coopération, que la mutualisation augmente nos capacités de production, augmente la richesse qu'on peut créer, qui n'est pas seulement financière, qui peut être sociale, qui peut être humaine. Tout ça, ça mérite d'être transmis, mais dans les faits, un peu comme la pédagogie Fresnel proposait il y a 50 ans, en illustrant la constitution de coopératives. Il y a un réseau qui est à l'œuvre là-dessus qui s'appelle l'ESPER, l'économie sociale partenaire de l'école de la République, qui essaye de développer dans un dispositif qui s'appelle Mon ESS à l'école, comment pratiquement on peut construire des coopératives, des associations ou des entreprises non lucratives dans les écoles aujourd'hui. Et pour témoigner de ça, je suis déjà intervenu dans ce genre d'ateliers qui sont assez passionnants parce que
les jeunes sont toujours très curieux et c'est toujours passionnant. Florentin, on a deux questions un peu pour vous directement. Une question de Marie-Odile Chollet sur les filières. Quelles sont les autres filières sur lesquelles vous travaillez? Et alors, une autre question qui vous est adressée, qui est, voilà, c'est celle de Samuel Lecoeur qui demande quelles sont les avancées au sujet des travailleurs bifins à Paris? Ces acteurs vulnérables, nombreux et tellement importants dans l'économie circulaire populaire, ne sont-ils pas trop exclus des politiques parisiennes? Alors, effectivement, sur Paris, on a fait le choix aussi. C'est aussi un raisonnement qu'on a eu de centrer sur des filières prioritaires dans l'économie circulaire, parce que Paris est une ville aussi extrêmement marquée, extrêmement dépendante de la mondialisation. Et donc de métiers liés à la mondialisation dans le tourisme, dans l'hôtellerie, etc. Et donc on voit bien que sur la crise économique actuelle, si on regarde les chiffres du chômage, notamment, en fait, Paris est beaucoup plus frappé en termes d'augmentation du chômage que d'autres territoires, justement, parce qu'elle a un tissu économique qui est très centré sur ses services mondialisés. Et donc, on se dit, voilà, on va centrer sur des filières dans le secteur secondaire, notamment, comme on dit en économie, et dans l'économie circulaire. Alors, on en a ciblé 5 prioritaires. Une première autour des métiers du textile et de la mode. Une deuxième filière autour de toutes les alternatives au plastique à usage unique. Donc là, c'est tout ce qui est le développement des systèmes de vrac, de consignes, etc. dans l'hôtellerie, la restauration. Une troisième filière autour de tout ce qui est numérique, électroménager, électronique. Donc, par exemple, tous les téléphones portables, tous les ordinateurs qu'on pourrait mieux recycler, reconditionner, réutiliser, etc. Une quatrième filière autour du bâtiment. Donc là, c'est la rénovation des bâtiments, mais y compris dans ce qu'on appelle le second œuvre, c'est-à-dire les petits travaux. On a des acteurs de l'ESS aujourd'hui, par exemple, qui sont positionnés sur des techniques traditionnelles d'isolation des murs, par exemple, qui font travailler, par exemple, des femmes africaines, etc. C'est extrêmement intéressant. Et donc là, il y a des choses à faire aussi sur l'isolation des bâtiments, sur l'ameublement aussi domestique ou de bureau. Et puis, une cinquième filière autour de la logistique, de tous les systèmes de logistique, puisque on sait très bien que quand on parle d'économie circulaire, il faut en gros on se sert des déchets pour en faire une nouvelle matière première, pour les réutiliser, les remployer, les recycler. Et ça nécessite de pouvoir faire du transport en ville, etc. Et dans une ville comme Paris, il faut inventer des transports qui soient, de manière générale, mais encore plus à Paris parce que c'est pollué et c'est très dense. Donc des transports peu polluants et bas carbone, comme on dit, donc beaucoup des systèmes autour du vélo cargo, beaucoup de choses à construire autour du vélo, des vélos électriques, etc., y compris dans la logistique. Donc on a vraiment ciblé ça, tout en travaillant aussi sur des lieux plus grand public que sont les ressourceries recycleries, où chaque habitant doit pouvoir venir justement pour donner ses objets, pour qu'ils soient revendus, réemployés, recyclés, etc. Et sur les bifins, je connais bien Monsieur Lecoeur, donc c'est en cours. On n'a pas encore tous les arbitrages budgétaires, donc j'aurai l'occasion de reparler directement avec lui. Merci beaucoup. Alors, on a plusieurs questions qui sont un peu, je les regroupe ensemble, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est sur la cohabitation de l'ESS et des entreprises plus classiques. Je vous les pose en groupe et puis vous me direz. Hein. Donc, question de Henri Fiori qui demande est-ce que l'ESS ne devrait pas militer pour le droit de préemption des salariés en cas de cessation de l'entreprise ou de cessation d'activité par l'employeur? Donc, c'est notamment la reprise d'entreprises en difficulté sous forme de scope, comme on en a connu certaines. Une autre question qui est un petit peu liée, comment promouvoir l'ESS face à l'économie capitaliste, notamment dans des secteurs où des structures de l'ESS se trouvent en concurrence avec des entreprises classiques. Et puis, je crois qu'il y en avait une dernière, mais je ne suis pas certain. Ah si, c'était celle-là. Ne pourrait-on pas imaginer une démarche de labellisation nationale à même de valoriser les structures de l'ESS les plus vertueuses et montrer aux consommateurs leur plus-value face aux entreprises plus classiques? Donc, on a 3 questions sur comment, dans la confrontation de ces entreprises-là, ou leur cohabitation en tout cas, est-ce qu'il faut encore plus distinguer les deux, et si oui, comment? Voilà, bon, vous n'êtes pas obligé de répondre aux 3, vous pouvez choisir chacun un thème, comme vous voulez. Je prends la première, c'est peut-être la plus simple parce qu'elle est très centrée sur un débat qui a eu lieu à l'occasion de la loi 2014, très important sur faut-il obliger ou pas les patrons, les propriétaires des entreprises à s'intéresser à une possible reprise de leur entreprise par leurs salariés en cas de faillite, de vente ou en cas de difficulté ou de changement de mode de production, enfin de mode de direction plutôt, de gouvernance.
la question a été tranchée, la loi a réussi, après moult et moult discussions, et je ne vous fais pas le détail des composantes politiques qui se sont exprimées pour ou contre, à ce que le patron soit obligé d'informer les salariés 2 mois avant toute opération de gestion, de vente, de cessation et de cession de son entreprise. Après, pour en discuter régulièrement sur ces questions-là avec les élus locaux, mais aussi avec les représentants des coopératives, c'est pas si simple que ça, la reprise en coopérative d'une entreprise qui a des difficultés ou qui est vouée à être reprise. Attention à bien accompagner encore une fois la manœuvre et à bien rentrer dans une logique de précision de la manière dont les choses vont s'effectuer. Parce qu'on a vu quelques exemples qui ont fonctionné, mais on en a vu beaucoup aussi où les salariés se sont retrouvés sur le tas après avoir mis leur indemnité de licenciement au capital de l'entreprise, de leur coopérative reprise, et n'ont pas réussi à sortir l'entreprise de l'ornière. Donc, soyons pas si simplistes que ça. Ça aurait été une bonne idée de l'imposer, mais peut-être qu'on n'a pas les moyens non plus de le réaliser derrière. Attention. Nadine, Cécile, Florentin, que ce soit la reprise, que ce soit la labellisation, que ce soit, j'ai oublié la troisième question. Ouais, comment promouvoir l'ESS dans le cas de concurrence directe avec les entreprises classiques. Excusez-moi parce que ça a coupé un moment. C'était en quoi on peut favoriser le fait que des salariés puissent reprendre leur structure en coopérative, c'est ça? D'accord. Pas seulement en coopérative, mais oui, effectivement, un droit de préemption des salariés en cas de cessation de paiement. D'accord. Écoutez, ça c'est vrai que c'est intéressant comme question. C'est vrai que nous, les collectivités, on n'intervient pas parce que je dis ça parce qu'en fait, on a des cas. Clairement, on a des cas, un certain nombre de cas, y compris avec la crise économique aujourd'hui dans Paris, de structures qui sont fragilisées, de commerces qui sont fragilisés, etc. Et un certain nombre se pose la question pour pouvoir repartir, de se dire voilà, on passe sur un statut coopératif et donc on redote le capital de notre structure avec notre propre épargne en fait, et donc on se constitue en coopérative en mettant des parts, etc. dans cette nouvelle structure. Donc ça, il y a des acteurs qui peuvent faire cet accompagnement. Nous, on le fait pas tellement à la ville de Paris, mais en tout cas, on fait la promotion des structures coopératives. Et pour dire aussi, parce que tout à l'heure, il était question des SIC, ça, c'est quelque chose qui moi, m'intéresse beaucoup et qui nous intéresse à la ville, parce que les SIC, ce sont des coopératives où les collectivités locales peuvent entrer finalement dans le capital, d'une certaine manière, de la coopérative. Et à Paris, ça n'a pas été tellement utilisé, contrairement à d'autres territoires où il y a des conseils régionaux, des communes qui sont dans des coopératives pour créer justement des activités. Et donc, on veut vraiment essayer de développer des SIC à Paris, où la ville de Paris serait partie intégrante, justement sur les filières qu'on a ciblées comme étant prioritaires. Peut-être de mon côté, sur la reprise en scope, je partage ce qui a été dit. Pour moi, c'est quand on met l'accent là-dessus, c'est au fond s'enfermer dans la réparation. C'est-à-dire, il y a une structure qui ne marche pas sur le marché et du coup, la solution coopérative permettrait de développer de nouvelles réponses. Je pense que c'est relativement dans son évolution de près, dans son évolution sur la région PACA, on se rend compte qu'effectivement, c'est pas simple et que l'important, c'est effectivement qu'il y ait ce droit à l'information. Derrière, sur la reprise, on voit quand même un certain nombre d'échecs et avec des coûts sociaux qui sont relativement importants, en dépit d'accompagnements qui sont en général pas mal faits. Sur la question de la labellisation, moi j'ai envie de dire, il y a déjà des choses qui existent du genre ESUS, un agrément ESUS. Pourquoi on rajouterait une labellisation en plus et surtout qui la produit? Parce que est-ce que c'est un producteur public? Est-ce que c'est un producteur privé? Et une des difficultés qu'on rencontre et qui est soulignée par l'Observatoire de l'ESS au sein de ESS France aujourd'hui, c'est dire que finalement c'est très difficile de savoir par exemple si une entreprise est démocratique ou pas. Parce que du coup, il faut rentrer dans la tambouille de la structure. On n'est pas simplement dans le statut qui va dire, ben voilà, je suis une coopérative. Il faut rentrer dans la tambouille. Et quand est-ce qu'on est démocratique? Et quand est-ce qu'on ne l'est pas? Et comment, à certains moments, pour faciliter la prise de décision, on va peut-être constituer des cercles qui sont
apparemment moins démocratique, etc. Et donc juger, porter un jugement, évaluer cette dynamique qui serait la dynamique démocratique est quelque chose de compliqué. On peut comprendre la propriété du capital, on peut voir la rémunération du capital, on peut discuter, on peut avoir des informations sur le partage de la valeur, mais par contre, sur la question démocratique, on a quand même une incertitude. Et j'ai envie de dire que ce n'est pas parce qu'on est sur de nouvelles filières, sur de nouveaux métiers, qu'on est forcément meilleur. Et du coup, j'ai peur que la labellisation n'apporte pas grand-chose dans cette possibilité d'apporter des preuves, et que finalement, au plan local, on a en général souvent des informations sur qu'est-ce qui fonctionne plus ou moins correctement. Et après, je pense qu'on a aussi quelques enjeux à mieux faire état de structures qui ont mis en œuvre des processus qui pouvaient être intéressants du point de vue de stratégie, de retravail sur le sens, de retravail démocratique, de construction d'outils pour travailler différents aspects du projet, et comment d'ailleurs, à l'occasion de la crise de la Covid, on a effectivement des structures qui remettent à plat leurs projets, et de façon à essayer de s'en saisir pour dépasser cette crise et arriver avec de nouvelles dynamiques dans le monde qui vient. Cécile, sur tout ça, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Pas spécialement. Alors, non, je me disais juste, je ne sais pas si, du coup, je ne sais pas qui nous écoute, mais du coup, Nadine a dit ESUS très vite. Alors, peut-être préciser que c'est un agrément entreprise solidaire d'utilité sociale, et que dans ça, même s'il n'est pas réservé aux entreprises à statut commercial, dans sa création dans la loi de 2014, donc la loi ESS, l'objectif, c'était qu'une société à statut commercial puisse du coup appartenir à l'économie sociale et solidaire à partir du moment où elle travaillait à la fois évidemment son utilité sociale, sa gouvernance démocratique et sa lucrativité limitée. Voilà. Et si tu permets, Vincent, excuse-moi, c'est juste pour prolonger ce que viennent de dire Cécile et Nadine. Je pense que la règle qui est toujours caractéristique des acteurs de l'ESS, c'est qu'on se dote nous-mêmes de principes et de règles à faire respecter. On a adopté, après la loi de 2014, un guide des bonnes pratiques ESS qui mérite, parce qu'il rassemble l'ensemble des pratiques qui sont celles de l'ESS, qui mérite d'être appropriées, appréhendées. D'ailleurs, la loi suppose que les entreprises de plus de 200 salariés soient obligées, depuis le 1er janvier 2017 ou 2016, je ne sais plus, de s'approprier le guide des bonnes pratiques. C'est quoi? C'est discuter entre les différents acteurs de l'entreprise sur la manière dont on la gouverne, la manière dont on produit, la manière dont on organise la production. Et ça nous ramène à ces questions qui sont sous-jacentes à notre débat sur comment on peut impacter l'économie aujourd'hui en appliquant nos principes et en la transformant. Alors, il nous reste 4 minutes, donc je vais prendre peut-être une dernière question, une question d'Abdelwahab Chati qui demande comment l'ESS pourrait peser davantage dans le débat politique à l'échelle nationale, notamment évidemment dans la perspective de 2022. Alors, quel poids politique pour l'ESS? Est-ce que ça vous inspire? Je peux dire un petit mot, si vous voulez. Non, je crois que c'est effectivement, quand on dit ESS, en vrai, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est, ne comprennent pas. Donc, on ne pourra pas rassembler largement en disant ESS, ESS, ESS. Je suis plutôt d'avis de dire effectivement sur les valeurs, les principes de cette économie, c'est-à-dire de dire voilà, oui, on veut des organisations de production où ce soit la prise de décision se fasse de manière plus démocratique. On veut une finalité de la production qui soit tournée vers le social ou l'environnemental. Et après, effectivement, ça amène effectivement à parler de toutes ces organisations de l'ESS. Mais je crois que ce qu'attendent aussi beaucoup de gens aujourd'hui, y compris suite à la crise qu'on traverse, qui est terrible quand même. Je veux dire, là, la récession économique est terrible. En 2021, ça va être sans doute aussi une cascade de faillites. C'est vraiment un discours sur une nouvelle manière de produire en fait des richesses. Et à ce titre, l'ESS a vraiment un rôle très fort à jouer, dans toute sa diversité d'ailleurs. Et donc, je pense qu'il faut plutôt replacer le discours sur les valeurs, effectivement, sur les principes. Et autour de ça, je pense qu'il y a largement matière à rassembler. Cécile, Nadine, Eric, comment non, est-ce que ça vous inspire? Non, pas spécialement. Si, Nadine. Si, il y a un vrai enjeu politique, bien entendu.
Mais il y a un enjeu politique à faire autre chose que s'en saisir pendant une campagne électorale ou au moment de son élection et d'avoir un engagement dans la durée. Donc on a un enjeu à avoir un engagement de la durée sur l'économie sociale et solidaire, enfin globalement sur une économie plus juste et sur une économie où on pense effectivement la production, je partage ce que dit Florentin, mais aussi on pense la question de la répartition. On voit bien que c'est cette question-là qui est devenue essentielle aujourd'hui. C'est comment on produit, bien sûr, mais comment on répartit cette production, comment on la rend accessible à d'autres, et puis finalement en se posant des questions de justice sociale. La question de la justice sociale et de l'accessibilité, elle est essentielle. Et derrière, la question de l'émancipation. Donc du coup, et qui est au cœur de l'économie sociale et solidaire. Et je pense que l'ESS doit aussi plus travailler sur ces questions d'émancipation. Quand on regarde la place des femmes dans l'ESS, les écarts de rémunération dans l'ESS, quand on regarde les conditions de travail dans l'ESS, il y a des progrès à faire. Donc il y a aussi un travail de l'ESS sur elle-même pour qu'elle puisse devenir, pour qu'on ait envie d'aller vers elle et que du coup on ait envie de la reconnaître en tant qu'ESS. Et je pense que là-dessus, parfois, on s'assoit sur ah oui, on sert des objectifs sociaux, etc., sans finalement aller travailler dans ces pratiques. Et je crois que c'était Eric tout à l'heure qui disait la question des pratiques. Je crois qu'il faut faire référence à nos valeurs, à nos principes, mais comment elles s'incarnent dans des pratiques spécifiques qui donnent envie d'y participer, d'y adhérer, d'accepter de transformer les représentations dans lesquelles on est englué dans un certain nombre de cas. Et je pense que parfois, l'ESS ne donne pas suffisamment envie. Et oui, mais c'est pas toujours ça. Ne construit pas le récit de cette envie. C'est vrai. Et c'est vrai que donner l'exemple et être cohérent pour être partie prenante pour être coopérateur à Alternative économique, ce n'est pas toujours simple. Il est déjà l'heure de nous quitter. Un grand merci à tous les quatre pour vos interventions qui étaient vraiment complémentaires, très intéressantes. Merci beaucoup aussi à tous nos spectateurs, questionneurs. On a eu des très bonnes questions. Le chat a été très dynamique, c'était très agréable à modérer. Il y a une dernière question à laquelle on n'a pas répondu, c'est comment revoir le débat. Ça, c'est très simple. Vous allez recevoir un mail pour revoir ou partager ce débat. Et si vous voulez revoir les autres, vous inscrire surtout, parce qu'il reste encore jusqu'à demain soir, il reste 25 conférences qui vous attendent. Je vous remets le lien dans le chat. Et donc, encore beaucoup de belles tables rondes dès 16h30 et puis jusqu'à demain en fin d'après-midi. Merci encore à vous tous. Je vous souhaite une belle après-midi et continuez de venir vous inscrire au JEA. Il y a encore beaucoup de choses très passionnantes. Merci. Au revoir.